Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui t'aide à gagner en clarté et à mettre ton bise en avant. Je suis Vanessa, maman de jumelles et mentor business, et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans bouffer leur vie de famille. Ici, on parle stratégie, communication, mindset, organisation, avec humour et bottage de fesses quand c'est nécessaire. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello à toutes et bienvenue sur Éclaire ton bise. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet, vous le savez, moi je suis une geek, j'adore les outils. Je commence à automatiser un peu mon activité à gauche, à droite avec plein d'outils. Et mon invité d'aujourd'hui en utilise encore plus que moi et il gère ça d'une main de maître. Je ne sais pas si vous le connaissez sur Instagram, c'est Tony Neves, Tony NVS sur Instagram. Et j'avais très hâte de l'inviter pour parler d'automatisation, puisque lui, il a une activité qu'il gère seul. Il génère plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires avec très peu de prestataires au final. Donc franchement, c'est chapeau à lui. Tony, hello. Salut, ça va? Ça va? Oui, ça va, oui, très bien. Bienvenue sur Écarte son bise. Très content d'être là et merci pour cette jolie présentation. Ah ouais, avec plaisir. Écoute, j'essaye de gentiment passer la pommade pour faire l'introduction. Est-ce que Ouais, tu veux compléter un peu les informations, te présenter avec ta manière à toi? ouais, bon, je vais rapidement compléter parce que tu as fait une très belle intro. Moi, donc voilà ce que je fais aujourd'hui. Je vends essentiellement des formations, donc je suis formateur. J'ai commencé en 2017 quand quel âge j'avais en 2017? J'avais 21 ans, je crois, 20 ans, 21 ans. Comme tu l'as dit, j'essaie de développer un business qui reste à taille humaine parce que c'est vraiment l'essence même de ce que je veux faire. C'est pas avoir un business qui empiète sur ma vie perso et privée. Je suis pas du genre à aller chercher les gros montants et les gros chiffres et les grosses équipes et pour complexifier ma vie, mais au contraire essayer de faire ça en la simplifiant et voilà. Je pense que tu as bien résumé l'idée générale, on va dire. Ok, bon, c'est parfait. Du coup, est-ce que tu veux nous expliquer un peu comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat en ligne? Donc en fait, ça a démarré donc en 2017, voire même un petit peu plus tôt. En 2017, ça a été l'année, on va dire, où je me suis lancé, où j'ai posté mes premières vidéos, mes premiers contenus sur Internet, mais l'idée, elle a mûri quand même pendant plusieurs mois. En fait, c'était au détour d'un livre sur lequel je suis tombé d'Olivier Roland qui s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et en fait, ce livre, il a fait grandement écho à la période dans laquelle j'étais à ce moment-là. Donc, j'avais 20 ans et j'étais en alternance en BTS MUC. J'étais vendeur dans un magasin de vêtements. Et je ressentais un petit peu tout ce qu'il disait dans le bouquin, c'est-à-dire je savais pas quoi faire de ma vie, j'ai toujours fait des choix par défaut, que ce soit mes études, mon travail, j'ai toujours pris ce qu'on me donnait parce que j'étais pas très bon à l'école, donc on m'orientait vers des filières, j'allais là, vers ces filières-là parce que je pouvais aller que là. Je cherchais pas forcément au-delà. Et pareil pour le travail que j'ai trouvé, j'ai pris le premier qui m'est venu parce que je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et c'est en lisant ce bouquin que je me dis, ok, l'idée est intéressante de pouvoir monter un business ou vivre différemment finalement. Donc je commence à tomber sur ce livre et ses idées. Et c'est le premier livre que je lis de toute ma vie hors scolarité. Et j'avoue que c'est un grand déclic pour moi. Je me dis, OK, il y a peut-être une autre voie qui s'ouvre à moi. Et donc ça commence à mûrir un petit peu dans ma tête. Au début, c'est un petit peu vague. Même quand je commence à poster mes premières vidéos YouTube, je sais pas trop de quoi je vais parler. Je commence à parler de dev perso, des bouquins que je lis. Je commence à parler d'habitude, de productivité, de plein de sujets différents. Et en fait, au fur et à mesure des sujets et des contenus, je commence à affiner les contenus vers des choses qui me plaisent plus et en même temps que l'audience aime et veut écouter. Et c'est au fil des mois que je publie des contenus qui fit un petit peu plus. L'audience est là. Je commence du coup à sortir mes premières formations. Je commence à faire mes premières ventes, mes premiers euros. Et petit à petit, d'année après année, finalement, j'ai développé comme ça le business. Ok, et du coup, le business à taille humaine, comme tu dis, c'est quelque chose qui est venu tout de suite ou c'est avec le temps, tu t'es dit, ok, je veux plutôt ci, plutôt ça? C'est pas quelque chose qui est venu tout de suite et c'est une dualité que j'ai encore aujourd'hui. Je pense que c'est une dualité qu'on a tout le temps. Parce qu'en fait, c'est dans la nature humaine de se comparer aux autres, forcément. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance, par défaut, à se comparer à un résultat donné. Par exemple, on va voir passer un post sur LinkedIn, on va voir une intro de podcast de quelqu'un qui génère des centaines de milliers d'euros et on va se dire, waouh, le résultat est incroyable. Et on a souvent tendance à oublier que c'est une équation à double facteur, c'est-à-dire qu'il y a le résultat, mais il y a l'input, ce qu'on met en face de ça.
Et en fait, bien souvent, ce qu'il faut regarder, c'est plutôt ce qu'on met en face de ça. C'est-à-dire que moi, j'ai parfois été attiré, ça m'arrive encore aujourd'hui, par le résultat en me disant, tiens, j'aimerais bien faire plus, aller plus haut. Je vois des entrepreneurs qui font 5 millions, 10 millions, 20 millions. Et quand je regarde non pas le résultat, mais plutôt ce qu'ils mettent à l'intérieur, je me dis, ah oui, mais non, en fait, c'est pas ce que je veux. Parce que c'est des gens qui bossent 10, 12 heures par jour, c'est des gens qui n'ont pas d'équilibre, c'est des gens qui sont célibataires, qui n'ont aucune relation, qui investissent 100% de leur temps dans leur business. Et c'est pas forcément ce que je veux dans mon quotidien. Donc, j'ai, dans les grandes lignes, en fait, toujours été drivé par cette idée-là. Mais c'est vrai que parfois, il y a des peurs de dualité où je me dis, putain, je pourrais faire plus, je pourrais bosser plus, je pourrais. Durant ces périodes-là, en fait, j'essaie de me recentrer vraiment sur, OK, qu'est-ce que je veux et quelles sont surtout, je pense, les limites que je veux pas dépasser. Et après, j'essaye avec ces contraintes-là de continuer à développer mon business. Mais ouais, c'est quand même une idée générale que j'ai gardée tout en ayant des périodes quand même où t'as toujours envie de plus, en fait, à un moment donné. Ouais, je suis tellement d'accord. Franchement, je me reconnais beaucoup dans tout ce que tu as partagé depuis le début. Je me dis, ah oui, mais il y a plein de bribes, on Oui. dirait plein de choses que je pense moi. Et du coup, donc, on va essayer de revenir sur notre sujet qui était les automatisations. Est-ce que c'est quelque chose que tu as mis en place petit à petit? Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est un truc que tu as découvert il y a longtemps? Alors, les automatisations, c'est un truc ouais, que j'ai mis en place déjà il y a pas mal de temps. Faut savoir que dans les automatisations, enfin, dans un business, il y a différents niveaux d'automatisation. Il y a les trucs les plus basiques, notamment avec les emails, récupérer un email, envoyer un cadeau gratuit, ça c'est le classique. Mais après, on peut faire des automatisations beaucoup plus poussées. Je reprends cette idée d'email. Bah, par exemple, une fois que tu as récupéré l'email d'une personne en l'échange d'un freebie, tu peux lui envoyer derrière une séquence dans laquelle tu vas faire la promotion d'un produit, ce qu'on appelle un tunnel de vente. Et tu peux aller beaucoup plus loin que ça. Donc j'ai commencé, moi, il y a déjà très longtemps, ça doit faire peut-être pas la première année de mon business, mais facilement la deuxième, parce que j'ai toujours, en fait, pourquoi j'ai toujours voulu automatiser mon business, parce que justement dans une quête où j'ai des contraintes de temps et d'objectifs, c'est-à-dire que moi, en général, j'essaie de pas travailler plus de 4 heures par jour. J'y arrive très bien d'ailleurs. En général, c'est même, je me force à travailler plus parce que des fois, au bout de 2h30, 3 heures, j'ai envie d'arrêter. Et donc, en fait, la problématique, c'est comment je peux faire plus sans doubler ou tripler mes heures. Et c'est là que ce genre de système entre en jeu parce que, en fait, à un moment donné, travailler plus n'apporte pas plus de résultats. Il faut faire les choses différemment, utiliser d'autres systèmes, etc. Et donc, très tôt dans mon business, j'ai eu cette idée-là. J'ai commencé à faire des automatisations très basiques, très simples. Et vu que ça fait des années, bah, j'ai commencé à complexifier un petit peu le truc, à faire des automatisations plus poussées, à faire des automatisations entre différentes plateformes. Maintenant, j'ai des webinars automatisés sur lesquels j'ai des séquences de 27 emails, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avancé. Et donc oui, ça commence petit, et en fait, quand on maîtrise un premier élément, après on peut commencer à rajouter des niveaux de complexité par-dessus. Mais ouais, moi j'ai commencé il y a quelques années, et l'autre truc, c'est que j'ai toujours été un peu un geek. J'ai toujours aimé jouer aux jeux vidéo quand j'étais gamin, d'ailleurs même ado et même aujourd'hui, j'adore encore ça. Et j'ai toujours eu ce côté tech. C'est-à-dire que moi, tu me mets devant les premiers sites internet que j'ai construits, je les ai codés. Alors pas, évidemment, hein, j'ai fait ça sur WordPress, hein, c'est pas du full code, mais j'allais dans le CSS pour changer les boutons de couleur, etc. Et en fait, j'ai toujours aimé ce côté-là, et je pense que c'est ce qui m'a grandement aidé parce que quand on commence à automatiser, il faut aimer mettre un peu les mains dedans parce qu'il y a plein de boutons à cliquer, des trucs à connecter, etc. Et ça, le fait que j'aime un peu ce côté tech fait que du coup, je me suis mis là-dedans assez tôt. Ouais. Ok. Donc du coup, bon, on voit qu'il y a vraiment plein d'avantages. C'est que du coup, il y a plein de choses qui sont automatisées, sur lesquelles t'as pas Mhm. besoin de mettre la patte, et donc forcément, ça permet de travailler moins. Est-ce que tu vois aussi des inconvénients aux automatisations? Franchement, alors ça dépend lesquels. Je pense qu'en fait, il y a une sorte de point de non-retour à ne pas dépasser. Que moi, j'évite de dépasser, même si c'est compliqué, c'est le point de complexité. C'est-à-dire que si je reprends ma séquence, pour le truc basique, hein, séquence email par exemple, il y a des entrepreneurs, ça se fait un peu moins aujourd'hui, mais ça se faisait beaucoup à l'époque, qui font des séquences automatisées sur un an par exemple. C'est-à-dire que pendant un an, c'est programmé, jour 25, tu reçois cet email, jour 35, cette séquence-là, etc. Et en fait, moi, c'est un point, un seuil que je veux pas dépasser parce qu'on commence à rentrer dans une complexité de business qui est beaucoup, beaucoup trop avancée, qui va demander, et on en revient aux contraintes liées à mon développement, qui va demander d'avoir un intégrateur, d'avoir quelqu'un qui gère les séquences, qui règle les problèmes des séquences. Plus on commence à ajouter d'outils, on commence à utiliser Zapier, Make, c'est des outils qui connectent d'autres outils entre eux, bah, il va falloir une personne pour gérer ces outils-là, etc. Donc,
Je pense que il y a pas d'avantage quand on reste sur des automatisations qui sont simples. Tu peux faire des trucs, tu m'en- tu laisses ton email, je t'envoie mon freebie, je te fais partir une séquence pendant 7 jours. Ça, c'est le classique. C'est très simple et ça fonctionne très bien. Et je pense que plus on reste simple, mieux c'est. Parce que comme ça, on peut multiplier, en fait, les automatisations, plutôt que d'avoir un gros truc où c'est le bordel. Et si jamais, en plus de ça, ça peut arriver, moi, ça m'est déjà arrivé, un problème dessus, il y a un bug, il y a un truc qui ne marche plus, une fonctionnalité qui marche pas, bah en fait, c'est tout le système qui se casse la gueule, alors que, enfin, vu que c'est un truc très gros et très complexe, en fait, plus rien ne marche. Alors que quand tu as un truc très simple, ça peut se régler assez facilement, t'as pas besoin de grosses personnes sur le sujet, de grosses équipes, et en général, tu as beaucoup moins de chances qu'il y ait des bugs parce que c'est une suite d'emails envoyés. Quand tu commences à mettre, moi j'ai un ami que je connais qui est expert sur Make, par exemple, un outil d'automatisation. Il a des automatisations qui font tourner plus de 170 tâches. Et donc, en fait, tu as beaucoup plus de chances qu'il y ait un problème dans ce genre de truc-là. Évidemment, c'est beaucoup plus efficace. Mais voilà, pour moi, le gros point négatif, entre guillemets, c'est si tu vas au-delà de ce seuil de complexité, moi, j'éviterais, et ça évite du coup un petit peu tous les points négatifs. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu recommandes? Enfin, donc, du coup, on a parlé d'automatisation simple du type le freebie, j'envoie un email et derrière une séquence email. Est-ce qu'il y a d'autres automatisations simples que tu vois par lesquelles on peut démarrer? Ouais, ouais, il y en a énormément en fait. C'est un peu la magie des automatisations, c'est qu'on peut, on sous-estime quand on s'intéresse pas à ces sujets-là, le nombre de choses qu'on peut automatiser dans un business. Moi, je pense que le premier truc qui peut être intéressant à faire, c'est d'aller sur Zapier. Donc, il y a un outil en fait qui permet de connecter d'autres outils entre eux. Make aussi fait exactement la même chose. Donc, par exemple, pour te donner un exemple, la première automatisation que j'ai mis en place dans mon business, c'était pas peut-être 1 ou 2 mois après m'être lancé. Enfin, non, 1 ou 2 mois après avoir généré mes premiers revenus. C'est que j'avais un problème de calcul de déclaration de mes impôts. Donc, je suis en micro-entreprise. Tous les 3 mois, j'ai ma déclaration à faire. Le problème, c'est que bah, je vais pas aller choper toutes mes lignes de vente, faire des calculs à la main, ajouter, etc. Et donc, par exemple, sur Make et Zapier, il y avait une automatisation qui permet de dire, dès que je fais une vente sur telle plateforme, ou avec Stripe, ou avec Podia, ou n'importe quelle plateforme, créer une nouvelle ligne dans un Google Sheet. Et donc, en fait, ce que je faisais, c'est que chaque trimestre, il y avait un tableau. Dès qu'une vente était effectuée, une ligne venait s'ajouter. Et moi, la seule chose que j'avais à faire pour déclarer du coup mes revenus, j'avais plus à reprendre toutes ces lignes à la main, tout calculer. C'était aller tout en bas de mon tableau, faire total des sommes et voir le chiffre qui s'affiche. Et donc, ça, c'est un truc tout bête, par exemple, qui fait gagner quand même, je sais pas moi, une demi-heure, 1 heure tous les trimestres. Et en fait, plus tu as des tâches comme ça qui sont récurrentes, plus tu peux gagner de temps. Donc moi, déjà, j'inviterais les gens à aller sur Zapier ou Make, voir tous les outils qu'ils utilisent et fouiller un petit peu, regarder comment est-ce que les outils peuvent se connecter entre eux, qu'est-ce qui existe, etc. Parce qu'on peut être surpris du nombre de choses finalement qu'on peut automatiser. Il y a aussi l'automatisation, par exemple, de publication interplateforme. Ça, c'est le truc que je faisais à l'époque. C'est un peu un classique, mais qui est très efficace. C'est que dès qu'une vidéo est publiée sur tel endroit ou un post est publié sur tel endroit, regardez avec ces outils-là, par exemple, est-ce que je peux les republier à un autre endroit? Et en fait, tu vas voir qu'à partir d'un post LinkedIn, tu peux poster une photo sur Insta, un short, enfin pas un short, pardon, un post sur ta communauté YouTube, un tweet et un autre truc, un post sur Facebook. Et donc en fait, là, tu passes de je dois faire ça à la main sur toutes les plateformes à je le fais avec un seul bouton. Donc moi, je commencerai par ça. Et après, à mon sens, le gros aussi du résultat qu'on peut obtenir, c'est avec ce que je viens d'expliquer, donc typiquement sur la séquence de vente. Ça, c'est un truc qui, en fait, amène un vrai retour sur investissement en termes de vente, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont en fait un freebie qu'on peut télécharger, si elles ne mettent pas en place derrière une séquence, elles perdent de l'argent. C'est aussi simple que ça. La séquence, elle n'a pas besoin d'être compliquée. Si quelqu'un, je sais pas, moi, je suis coach en productivité, formation productivité, formateur, j'ai un freebie sur faire l'état des lieux de votre business pour gagner du temps chaque semaine, eh bien, j'ai une offre derrière. Dès la réception du mail et l'envoi du freebie, bah, je vais sur mon outil d'automatisation et je programme le lendemain d'envoyer un email pour parler de mon offre. Et je fais ça pendant 3 4 jours. Et même si c'est pas parfait, même si ça peut être travaillé, même si on peut ajouter des boutons, des offres, des urgences, très bien. Mais juste le fait de le faire au début, il y aura déjà des ventes. Ça peut être amélioré, ça peut être avancé. Donc ça, déjà, moi, c'est un truc que je ferais qui prend pas énormément de temps et qui permet d'apporter pas mal de résultats. Et après, il y a ManyChat, on en parlait un petit peu précédemment, qui est, à mon sens, si on utilise Instagram, un outil qui est très intéressant en termes d'automatisation parce que ça permet de faciliter grandement l'envoi des liens, énormément d'actions en fait qu'on peut mettre en place dans son business et donc qui permettent et de un de gagner du temps et de deux d'obtenir plus de résultats. Donc voilà. Après, en fait, des outils, il y en a des
des dizaines et des dizaines qui nous permettent d'auto. Il y en a un autre dont j'ai parlé il y a un mois ou deux sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Submagic, qui est une intelligence artificielle qui permet d'automatiser le sous-titre de ces shorts. Ça n'existait pas avant. En fait, les gens se rendent pas compte quand je parle avec eux, parce que moi, je suis entre guillemets un vieux de la vieille d'Internet, même s'il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps que moi. Je me suis intéressé au business en ligne en 2016, je me suis lancé en 2017. Et à l'époque, créer du contenu tout seul, c'était un véritable enfer. À l'époque, tu faisais une vidéo YouTube, fallait toi-même que tu la montes. Et si tu voulais mettre des sous-titres, fallait que tu les tapes à la main, etc. Maintenant, tu fais une vidéo YouTube. Il y a un autre outil qui s'appelle Opulus Clip, de mémoire, je sais plus, quelque chose comme ça, qui prend ta vidéo de 20 minutes, qui la coupe en clip de 60 secondes. Tu prends ces clips, tu les mets sur Submagic, ça tes sous-titres. Voilà. C'est-à-dire que t'es parti d'une vidéo YouTube et t'en sors avec 40 shorts. Ensuite, tu mets en place une automatisation sur Zapier qui fait partir tout d'un coup sur toutes les plateformes et tu inondes Internet alors que tu es tout seul et tu as bossé 40 minutes. Donc voilà, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Après, évidemment, il faut y aller step by step. C'est sûr, il y a vraiment énormément d'outils, ça c'est clair. Tu nous en as cité déjà au moins 5 que je mettrai dans la description pour celles qui ne les connaissent pas du tout. Comme ça, vous aurez le nom. Donc, pas besoin de vous chercher comment vous pouvez les écrire. Vous les regardez dans la description de l'épisode et vous les retrouverez. Est-ce que tu trouves que l'automatisation, c'est vraiment une des choses qui te permet d'avoir un meilleur équilibre entre ta vie pro et perso? Oui, oui, clairement. En fait, ça permet d'avoir un meilleur équilibre pour la simple et bonne raison que, en fait, comment est-ce qu'on a un bon équilibre? C'est-à-dire que si je reprends mon équation de base, j'ai d'un côté une entrée et de l'autre côté une sortie. La sortie, c'est les revenus, parce qu'à un moment donné, faut parler chiffres, hein, parce que c'est comme ça que tu gagnes ta vie et comme ça que tu subviens à tes besoins. Et en face de la sortie, donc de l'argent, il y a le travail. Et en fait, le travail, t'as deux choses très importantes, entre guillemets, c'est que t'as l'intensité et le temps. Donc, c'est pour ça qu'on parle de productivité, il faut être focus, etc. Ce qui te permet d'augmenter ton intensité de travail, c'est-à-dire que si tu travailles 1 heure 2 fois plus intensément que d'habitude, tu obtiens 2 fois plus d'outcomes. Ou tu peux augmenter du coup ton temps de travail. Et en fait, l'automatisation, c'est comme si tu t'augmentais tes heures de travail sans être présent. C'est ajouter des extra heures tous les jours, comme si tu bossais 1, 2, 3 heures de plus par jour, alors que t'es pas là. Donc, comme toute technique de productivité et tout outil qui permet de gagner du temps, ça a un énorme impact en fait sur ma vie, sur mon équilibre, sur ma vie et sur l'atteinte de mes objectifs, parce que ça me permet d'accomplir plus sans avoir à être là. Et ça permet donc de faire ça. Et ça permet aussi, notamment si on parle de tunnel de vente, de tout ce qui est automatisation, email, etc., ça permet aussi d'autres choses dans mon business, et c'est un peu le saint Graal finalement quand on est une entreprise, c'est de générer des revenus de façon beaucoup plus prédictible et récurrente. Parce que toute la problématique d'être entrepreneur, c'est cette problématique qu'on a de se dire, bah en fait, super, j'ai fait un super mois ce mois-ci parce que j'ai bossé comme un dingue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de prendre un mois de vacances? Bah là, ça a posé des problèmes. Ça a posé des problèmes parce que si t'es pas là pour bosser, si t'es pas là pour faire des stories, des posts Insta, des machins, des trucs, si t'es pas derrière ton écran pour envoyer des emails à ton audience parce que t'as une offre qui sort, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas pas générer de revenus. Alors que le fait d'avoir en place un système qui est automatisé, qui te permet de faire ça, bah, justement, ça a aussi cet objectif-là de te dire, bah, je peux générer des revenus, alors que, je mets des gros guillemets, attention, je ne travaille pas. Et donc, moi, c'est un truc que j'ai mis en place et qui m'a grandement aidé. Et j'ai eu ce déclic-là pour t'expliquer, à la suite d'un accident de moto que j'ai eu en 2019, rien de très grave pour un accident de moto. Je suis tombé à assez faible vitesse et en fait, je me suis juste fracturé le poignet. Et on sous-estime l'importance d'un poignet quand on bosse sur Internet, parce que pendant 90 jours, écrire un email, c'était impossible. Enfin, si je pouvais le faire, mais je mettais 10 heures. Je pouvais plus faire de vidéos YouTube, je pouvais plus rien faire. Et pendant les 45 premiers jours, j'ai pas pu bosser et j'ai perdu 92% de chiffre d'affaires. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, il y a un gros problème dans mon business. C'est-à-dire que si je peux pas bosser, je génère pas de revenus, il y a un gros problème. Donc, il faut que je trouve une alternative. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à enclencher la deuxième sur tout ce qui est automatisation, notamment lié aux ventes. Donc, pour moi, oui, c'est important. Voilà. Ok. Du coup, tu peux nous partager un peu, tu dis que tu travaillais en moyenne 4 heures par jour. C'est quoi ta routine quotidienne? Alors, ma routine quotidienne, elle est assez simple. Elle a pas mal changé, en fait, au fil des années, parce que j'ai un peu tout testé. J'ai un peu tout testé. J'ai essayé de bosser le matin et l'après-midi.
J'ai essayé de bosser que le matin, que l'après-midi, etc. Et en fait, pour moi, il y a une phrase en anglais que j'aime beaucoup qui vient du livre de Stephen Covey. Donc c'est cette phrase First thing first. Donc les en français, l'idée n'est pas la même, mais en gros, c'est les premières choses en premier. Et moi, ce que j'aime bien faire le matin, c'est faire ce qui compte le plus pour moi, pour mon horizon 20, 30, 40, 50 ans. Et c'est pas le business. C'est-à-dire que le matin, je ne travaille jamais, ou presque jamais. C'est-à-dire que j'attaque ma journée de travail à 11 heures. Parce que dans ma vie, l'entreprise, l'argent, le business, c'est pas ce qui est le plus important. Il y a des choses qui sont plus importantes pour moi, comme ma santé physique, ma santé mentale, mon apprentissage et tout ce qui va autour. Donc en général, les 3, 4 premières heures de ma matinée sont dédiées à ça. Donc je me réveille 7, 8 heures, ça dépend. Ensuite, je lis mon bouquin du moment, je déjeune, etc. Et je vais m'entraîner. Donc je fais du CrossFit et l'entraînement me prend 2 heures environ, ce qui est une bonne partie de ma journée. Et quand je reviens, j'attaque ma journée environ vers 11 heures. J'ai une première session de travail sur la tâche la plus importante de la journée. Et en fait, en gros, mon idée, c'est que si je veux arrêter de bosser à midi, c'est possible. Je pourrais pas le faire tous les jours pendant 1 an, c'est sûr. Mais en gros, l'idée, c'est de me dire, à midi, je peux check toutes les cases de la journée. J'ai bossé 1 heure ou 1 heure et demie sur le projet le plus important, ce qui fait que, entre guillemets, tout le reste, c'est pas très grave. J'ai pris soin de ma santé, j'ai appris, j'ai lu, j'ai passé du temps avec ma famille, etc. Donc, en gros, pour que à midi, midi et demi, ce soit OK. Et l'après-midi, après, je refais une session en général de 2 heures et demie, 2 heures et demie, 2 heures, 2 heures et demie de travail, 3 heures, ça dépend, sur finalement ce que j'ai à faire. Et voilà, c'est plus ou moins comme ça en général que je fonctionne. Donc en gros, Et là, ça fait rêver tout le monde. je bosse entre 3 et 4 heures par jour en moyenne. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Au début, forcément, je bossais. C'est important comment dire, de recontextualiser parce que je suis pas sûr que j'aurais pu développer ce business-là en bossant dès le day one 4 heures par jour. Au début, c'était plus 14 heures par jour. Mais voilà, après, au bout d'un moment, c'est sûr que faut notamment comprendre, je pense que c'est un déclic parce que moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui, même arrivés à un certain stade, en fait, continuent à bosser 10 heures par jour. En fait, à un moment, il faut comprendre que c'est pas les extras, les heures en plus que vous allez faire qui vont vous apporter des résultats. Moi, je bosse 4 heures par jour depuis maintenant au moins 3 ans et demi, voire 4 ans à peu près, entre 3 ans et 4 ans. Et pourtant, j'ai chaque année triplé mes résultats. Parce qu'à un moment donné, il faut accepter que on fixe son cadre de se dire je travaille 4 heures par jour, c'est mes contraintes et j'essaye de travailler avec ces contraintes-là. Et c'est là que on réfléchit différemment. C'est là qu'on se dit ok, il faut que je trouve des projets plus rentables qui me prennent moins de temps, il faut que je mette en place des automatisations, etc. Alors qu'il y a plein d'entrepreneurs que je connais qui sont à 5, 10 000 euros par mois, mais qui bossent 10 heures par jour et qui continuent à se dire que plus ils vont bosser, plus ils vont avoir de résultats. Alors que c'est loin d'être comme ça que ça fonctionne. C'est clair. Et du coup, ce qui te ramène de l'argent, là, enfin, de manière régulière, au final, c'est ta création de contenu. Ouais. En fait, c'est le seul indispensable le seul indispensable des systèmes automatisés, notamment en termes de vente, tunnels de vente, etc. C'est d'avoir une source de trafic, parce que on peut pas rêver. C'est pas possible d'avoir un système qui tourne et qui nous amène de l'argent entre guillemets un peu chaque jour si on n'attire pas du trafic. En fait, moi, le système qui est automatisé, c'est la partie conversion. Mais le problème, c'est que si j'ai personne à convertir, ben, je vais pas vendre. Donc, la seule chose, entre guillemets, qui me reste à faire sur cette partie-là, en tout cas de tunnel de vente et d'automatisation, c'est d'attirer du trafic. Donc, notamment de créer du contenu, que ce soit sur Insta, sur YouTube, etc. L'autre option qui peut être viable, c'est de faire de la publicité. Où là, pour le coup, bah, si tu fais de la pub, c'est une source de trafic. Donc, entre guillemets, tu n'auras pas besoin de bosser à ce niveau-là. Mais la pub, c'est pas mon truc. J'ai essayé avec des agences, sans agences, etc. Voilà, j'ai essayé, ça n'a pas forcément fonctionné. Et puis, en plus de ça, la création de contenu, c'est un truc que j'aime, qui me plaît, dans lequel je suis bon. Et j'ai là aussi essayé de me délaisser, on va dire, en déléguant notamment, de me délaisser des domaines dans lesquels moi je suis moins compétent pour me concentrer uniquement sur les choses dans lesquelles je suis compétent. Donc en fait, vraiment, qui est faire du contenu, faire la vidéo, et ensuite j'ai une monteuse qui monte les vidéos et qui gère tout ça, quoi. Ce qui permet moi vraiment de me focus uniquement sur cette partie-là.
Du coup, on parlait un petit peu tout à l'heure d'automatisation au niveau de ta création de contenu. Tu disais que tu faisais une vidéo YouTube, que tu l'as transformée en short, en Mhm. réel, que tu mettais des sous-titres, etc. Est-ce que il y a d'autres choses que tu automatises dans ta création de contenu? Non, 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 non. En gros, sur la partie création de contenu, en fait, la plupart des choses qu'on va pouvoir automatiser, c'est sur des actions qui sont quand même assez simples. Donc, par exemple, l'envoi d'un email, ManyChat avec les DM Instagram, ce genre de choses. Quand on va rentrer dans des compétences qui sont un petit peu plus complexes, que ce soit d'un point de vue individuel ou même au niveau technique, ça va être compliqué d'automatiser ça. Donc, je pense au montage. C'est compliqué aujourd'hui d'automatiser, par exemple, du montage vidéo, même si on peut du coup automatiser les sous-titres, qui sont une partie quand même importante du montage. Par contre, cette partie-là, du coup, je la délègue. En fait, il faut avoir, c'est une sorte de classement de tâches. C'est toujours moi dans mon ordre en fait de classement. Est-ce que je peux l'automatiser? Si je peux pas, est-ce que je peux la déléguer? Si je peux pas, est-ce que je peux la supprimer? Et en fait, à partir de ce moment-là, bah, du coup, j'automatise ce qui peut être automatisé. Parce que tout ce qu'on explique depuis le début sur l'envoi des emails automatiques, etc., ça, je pourrais le déléguer à quelqu'un. Le problème, c'est que ça coûterait beaucoup trop cher alors que j'ai un outil qui fait la même chose. Donc, est-ce que je peux déléguer? Oui. Si je peux pas, enfin, du coup, oui ou non, mais si je peux pas déléguer, non, est-ce que je peux automatiser, pardon? Oui ou non? Si je peux pas, est-ce que je peux déléguer? Donc, dans ce cas-là, du coup, le montage, je peux pas l'automatiser. Donc, je peux le déléguer. Donc, c'est là que je vais bosser, du coup, avec des prestataires qui vont faire le montage vidéo. Et pas que, du coup, par exemple, par rapport à tout ce qui est YouTube, mise en ligne, podcast, etc. Même miniature, c'est pareil, j'ai des personnes, du coup, qui le font. Donc j'ai un Media Maker qui fait mes miniatures YouTube et j'ai mon assistante qui publie en fait les contenus. Donc qui va sur YouTube, qui fait les mots-clés, les playlists, etc. Et en fait, moi, par exemple, sur le processus complet de YouTube, ah oui, et donc dernière chose, si je peux pas déléguer, est-ce que je peux supprimer? Et il y a, par exemple, des choses dans mon business que j'ai supprimées. Par exemple, au début, je postais mes shorts sur TikTok, etc., sur YouTube Short, puis au bout d'un moment, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que j'ai testé pendant X temps, j'ai analysé les résultats, je voyais que c'était pas pertinent pour moi et je coupe. Parce qu'il vaut mieux couper quelque chose qui marche pas et qui prend entre guillemets seulement 2 à 4 heures par mois et investir ces 4 heures-là sur autre chose. Et donc avec tout ça, en fait, bah, par exemple sur ma création de contenu YouTube, moi la seule chose que j'ai à faire, c'est scripter mes vidéos et les tourner. Et à partir de là, du coup, j'ai plus aucune intervention, si ce n'est valider en fait la miniature et valider le montage. Et après, j'ai une équipe du coup qui gère le reste. Et du coup, tu vends principalement grâce à tes vidéos YouTube ou tu vends aussi sur Instagram? Alors, j'ai regardé mes analytiques et j'ai, en termes de répartition, 60-70% de mes ventes qui viennent de ma liste email. Après, Ok. enfin, en gros, il faut dissocier deux choses. C'est d'où viennent les ventes, donc c'est-à-dire en termes de canaux directs. Et moi, en fait, c'est une grosse répartition sur ma liste email, 70% environ, 60 à 70. Je dois avoir plus ou moins 20-30% d'Instagram et le reste de YouTube. Ok. En termes de vente directe, c'est-à-dire, par exemple, je fais un lancement, j'envoie des emails, je fais des posts Insta, une vidéo YouTube pour faire la promotion d'un truc, les gens achètent via ces canaux-là. Par contre, il y a un autre truc à analyser, c'est parmi, par exemple, ma liste email, 70% qui achètent, mais combien finalement viennent de YouTube et combien viennent d'Instagram. Et en fait, je me suis rendu compte, et ce qui est quelque chose de très marrant, c'est que j'ai beaucoup plus d'inscrits à ma liste email qui viennent d'Instagram. Donc, la répartition Instagram-YouTube doit être de l'ordre de 60-40, je pense, à peu près. Donc, c'est-à-dire que sur 100 personnes, j'ai 60 à 65 personnes qui sont inscrites à ma liste email via Insta et environ 35 à 40 qui viennent de YouTube. Par contre, en termes de vente, c'est l'inverse. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui sont inscrites à ma liste, j'ai à peu près 70% à 60% des personnes qui achètent qui proviennent de YouTube et le reste d'Instagram. Et donc c'est marrant parce que je me rends compte que j'ai beaucoup plus d'adresses email via Insta, mais les adresses email sont moins rentables que celles qui proviennent de YouTube. Et je pense que c'est parce qu'il y a un gros biais YouTube qui est que les gens en fait on tombe sur des vidéos autour d'une vraie problématique et c'est une vraie recherche de problème. Et voilà, donc toutes ces datas, en fait, ça me permet comme ça de driver un petit peu mieux mes actions, ce que je vais mettre en place dans mon business, etc. Ok, hyper intéressant comme répartition. Du coup, merci d'avoir partagé tout ça. Je suis sûre que ça va intéresser beaucoup de gens. Du coup, au niveau de ta création de contenu, est-ce que tu as des conseils à apporter à l'audience par rapport à comment tu crées du contenu, comment tu choisis tes titres, tes accroches, etc. Ah. Alors, par où commencer? Je pense que le bon conseil au début, si vraiment je parle là, je parle vraiment si on est débutant.
Si vraiment on est débutant, je pense qu'il y a une sorte de triangle à respecter, que moi j'ai respecté au début, et qui est très très important. C'est de faire de la quantité, ensuite de la qualité, et ensuite de la quantité. C'est-à-dire qu'au début, sur YouTube, Insta, peu importe, le podcast, franchement, j'ai envie de dire, limite, on s'en fout de ce que vous allez produire. On s'en fout si le titre il est bien, si la vidéo elle est bien, c'est pas grave, faut juste poster. On poste. Moi, à l'époque, j'ai démarré sur YouTube, je postais une vidéo par jour. C'était nul, c'était médiocre. Les vidéos, elles étaient pas bien, ok. Mais, en fait, la chose qui va faire la différence, c'est que on va répéter beaucoup plus de fois une action. Je prends YouTube. YouTube, le fait de poster une vidéo vous apprend des choses. C'est des choses qu'on n'apprend pas ailleurs. Donc, par exemple, je veux faire une vidéo YouTube, je vais scripter la vidéo. Je vais essayer de brainstormer sur un titre. Je vais essayer de trouver des mots-clés. Et tout ça, en fait, si on le répète tous les jours, au bout de 90 jours, je l'aurais fait 90 fois. À l'inverse, si je me dis, tiens, moi, je vais démarrer sur YouTube avec une vidéo par mois, bah, pour le faire 90 fois, il va se passer du temps. Et il y a énormément de choses, donc ça ne veut pas dire que vous aurez beaucoup de résultats au bout des 90 jours. Par contre, vous aurez un apprentissage qui va être incroyable. Parce que il y a des choses qui s'apprennent uniquement dans l'action. Scripter une vidéo YouTube, et l'exemple le plus parlant à mon sens, c'est l'aisance face caméra. L'aisance, elle ne s'apprend qu'en pratiquant. Et donc, si il vous faut 30 vidéos pour être très à l'aise face à la caméra, et que vous postez une vidéo par semaine, ça fera 30 semaines. Si vous postez une vidéo par jour, ça fera 30 jours. Et donc, je pense qu'au début, il y a un vrai truc avec le volume, qui, à mon sens, apprend énormément de choses. Je dis pas qu'il faut poster une fois par jour pendant un an, mais peut-être pendant 20, 30 jours, s'essayer, et c'est pas très grave si ça marche pas, c'est même pas le but, en fait. Le but, c'est juste d'apprendre. Et une fois qu'on a ça, on va se dire, OK, maintenant, je vais passer de la quantité à la qualité. Et donc, je vais passer de une vidéo YouTube par jour à une vidéo par semaine. Et là, en fait, on va de suite voir une différence parce qu'on aura beaucoup plus de temps pour cette vidéo-là. On aura appris, donc on sera à l'aise face à la caméra, on aura appris à scripter 30 vidéos YouTube. Donc, la différence entre la première et la 30e, elle est incroyable. On aura appris à faire 30 miniatures. Pareil, on aura appris plein de trucs en 30 jours. On aura cherché 30 fois des mots-clés, etc. Ce qui fait que la vidéo qu'on va poster, en fait, la première fois, une vidéo qualitative, elle va être incroyable. Beaucoup mieux que si on avait démarré par le fait de faire une vidéo par jour. Et donc, une fois qu'on a ça, qu'on a de la qualité comme ça, et ben sur le long terme, avec l'automatisation, avec la délégation, avec les process, on va essayer d'augmenter la quantité, de la réaugmenter, sans pour autant... Non, on va essayer de réaugmenter la quantité, oui c'est ça, sans pour autant interférer avec la qualité. C'est-à-dire comment est-ce que je peux faire pour garder une qualité telle en augmentant la quantité. Et ça, on peut le faire uniquement au bout d'un moment quand on a un business qui est en place, quand on commence à déléguer, etc. Moi, par exemple, et c'est l'erreur qu'il faut pas faire, c'est de se comparer à d'autres entrepreneurs et se dire, tiens, il y a un tel qui est sur YouTube et un podcast et Insta et Pinterest et tout, trop bien, je vais faire pareil. En fait, non. Parce que lui, il a une équipe, il a des process, tout est rodé. Donc, moi, par exemple, je fais une vidéo YouTube, ça me prend 1 heure de temps. Alors qu'à l'époque où je devais la faire tout seul, ça me prenait 15 heures, parce qu'il fallait que je fasse le montage, etc. Et donc, quand on a le setup en place, on peut se dire, OK, je commence à réaugmenter un petit peu la quantité tout en gardant la qualité. Je pense que faut vraiment garder ce triangle en tête parce que, à mon sens, c'est un triangle qui est très efficace en termes de création de contenu. Et après, sur tout ce qui est, comment est-ce qu'on fait pour trouver des idées, comment est-ce qu'on fait pour, même pour scripter, pour trouver des titres, je pense que il y a deux choses à mon sens. La première, c'est celle que je viens de dire. Je pense qu'en fait, il y a rien de plus efficace que de pratiquer. Parce que au bout d'un moment, tu vas comprendre les mécanismes, tu vas être beaucoup plus efficace dans la façon dont tu rédiges tes titres. Je veux dire, Internet, ça ment pas. Moi, quand je lis mes premiers emails à l'époque, je me dis c'était un désastre. Et en fait, qu'est-ce qui a fait la différence entre il y a 5 ans en arrière et aujourd'hui? Oui, peut-être que ok, je me suis formé, j'ai appris des trucs, mais en vérité, pas tant. Le niveau de compétence que j'avais il y a 3-4 ans versus aujourd'hui, sur certaines thématiques, c'est le même. En copywriting, par exemple, structure AIDA, pour rédiger un email, je la connais depuis 5 ans. Maintenant, qu'est-ce qui a fait la différence entre les emails que j'envoyais il y a 5 ans et ceux d'aujourd'hui? C'est que des emails structure AIDA, j'en ai fait des centaines. Et donc, c'est ça, à mon sens, qui fait qu'on apprend à maîtriser les trucs. Et le deuxième élément, c'est que je pense que pour maîtriser les codes d'un domaine, faut l'aimer. Et je vois trop, par exemple, de personnes, je reprends YouTube, mais ça peut être pareil sur Insta, TikTok ou autre. Moi, ce qui fait que sur TikTok, j'y suis pas allé, j'y suis pas allé parce que j'ai pas de résultats. Et ce qui fait que j'ai pas de résultats sur TikTok, je pense que c'est parce que c'est pas mon univers. Je ne consomme pas TikTok, je ne comprends pas la hype sur les vidéos.
je suis pas de l'univers, j'arrive pas à capter les codes, et c'est ce qui fait que j'ai laissé tomber. Et je pense que par exemple, si on a envie de se lancer sur YouTube, c'est mieux, je dis pas que c'est indispensable, mais je pense que c'est mieux d'en avoir les codes et de se dire, bah en fait, il y a qu'en ayant les codes d'une plateforme qu'on va pouvoir en tirer le plein potentiel. Si je reprends ta question de base pour cette réponse qui est interminable, qui est en fait comment on trouve des bons titres ou des bons concepts. Bah, en fait, les bons concepts YouTube viennent quand on est consommateur. Parce que tu vas te dire, putain, j'ai regardé cette vidéo-là, cette chaîne-là, dans une thématique. Moi, je me suis inspiré récemment d'une vidéo tier list que j'ai vu passer sur un streamer qui faisait la tier list d'objets Amazon, ou je sais plus ce qu'il faisait en plus. Mais je me suis dit, tiens, ça, dans mon business, ça peut être pas mal. Et en fait, c'est quand tu es consommateur d'une plateforme que tu vas te dire, ah, ça, c'est intéressant. Ah, j'ai vu ça comme ça. Ah, l'angle là, il est sympa, dans des thématiques qui n'ont rien à voir, et que tu vas commencer. Pareil pour les titres ou les miniatures. On a les codes des miniatures YouTube, même si moi je les fais plus aujourd'hui. Si je devais les faire, bah, j'aurais les codes de ce qui marche parce que je suis consommateur et je sais ce sur quoi je clique. C'est difficile, à mon sens, de réussir sur YouTube si c'est pas du tout ton univers. Tu vois. Donc voilà, c'est pas une réponse en mode voilà un template pour faire de bonnes vidéos, mais par contre, je pense que c'est vraiment ce qui apporte des résultats. Je suis hyper d'accord, ça fait des mois, des années maintenant que je dis à mon audience que le passage à l'action est accéléré et que je leur rappelle que je suis pas née en étant à l'aise en parlant en story et que mes premières stories, elles sont en story à la une. Si vous voulez aller les regarder, allez-y, ça s'appelle Mes débuts et vous allez rigoler parce que ma première story, c'est genre, hey, eh ben, je me suis challengée à faire une story par jour pendant une semaine. Bah ouais. Alors, salut! Et j'ai fermé la vidéo Bah, c'est ça, et hein. c'était nul En fait, et c'est ça ressemble à rien. on passe tous par là. C'est même des gens qu'on voit et qui nous inspirent et qui font ça depuis des dizaines d'années. Le premier truc, c'était toujours c'était naze. Et c'est normal. Après, je pense que ouais, faut accepter d'être là où on est aujourd'hui, d'avoir les compétences qu'on a et de quand même avancer, quoi. Mmh. Et je rebondis aussi parce qu'on m'a dit récemment: «Oui, mais moi j'ai pas ta force de caractère». Mais ma force de caractère, je l'avais pas il y a 5 ans non Eh plus, oui, hein. bah ouais, c'est des trucs qui se construisent avec. Justement, c'est plus tu vas attendre d'avoir une force de caractère, moins tu vas l'avoir. Ce qu'il faut, je C'est pense ça. que ce qu'il faut, il y a un truc que j'aime bien, c'est un, t'as la zone de confort, t'as la zone d'inconfort, et t'as une toute petite ligne entre les deux, et c'est ça qu'il faut aller chercher. Si je reprends l'aisance face à la caméra, l'erreur à pas faire, c'est se dire, tiens, moi, je suis pas du tout à l'aise face à la caméra. Vas-y, je vais faire un live. Bah non. Fais d'abord une story, ou même au début, tu te filmes pas en story. Si tu t'es jamais montré, juste poste une photo de toi. Et la semaine d'après, fais une story face cam de 5 secondes. Et puis celle d'après, fais une séquence. Et puis peut-être après, tu feras un réel. Et peut-être après, tu feras un live. Et comme ça, tu t'agrandis petit à petit ton cercle et ta zone de confort. Alors que faire le bon entre, tiens, j'ai jamais rien fait, j'ai jamais mis ma tête sur Internet et je vais faire une vidéo YouTube de 40 minutes, là oui, le gap, il va être trop grand, ça va te faire flipper. Alors que toutes petites étapes, c'est beaucoup plus intéressant en termes de progression. C'est comme, quand on se dit: «Ah, je vais faire un atelier ou je vais faire un workshop ou un webinaire, il y aura peut-être 100 personnes, je suis trop contente». C'est ça, Au final, tu te trouves, il y a déjà 5 personnes devant toi et tu fais: c'est ça, «Il y a du monde quand même». c'est ça, on se rend pas compte de ce que ça représente des fois. Tellement. OK, donc j'avance un petit peu sur les questions. Tu nous as parlé à un moment donné du fait que tu faisais en sorte de pas passer, un certain, gap au niveau des automatisations pour pas que Mhm. ce soit trop compliqué, que ça devienne trop une charge. Est-ce que tu as un moyen de t'assurer que tu vas pas ressembler entre guillemets à un robot, quand tu utilises tes automatisations? Je pense par exemple à ManyChat. Mhm. Alors, oui, en fait, j'essaye de faire, enfin, en fait, je me suis longtemps posé la question. Parce que quand tu utilises ManyChat, ça l'est un peu moins par email, parce que l'email, on a cette habitude de l'email. On reçoit un email, on sait que la personne n'est pas derrière en train de le taper. Par contre, ManyChat, on rentre dans des conversations privées. Et c'est vrai que souvent sur Insta, d'ailleurs, ManyChat parle depuis tout à l'heure d'Instagram, mais ça marche avec Messenger, avec Telegram, avec WhatsApp maintenant. Ça marche avec plein de trucs. Et en fait, c'est vrai qu'on a moins l'habitude parce que quand quelqu'un automatise un DM Insta, on a l'habitude que ce soit une personne derrière. Et en fait, je me suis longuement posé cette question de me dire, bon, qu'est-ce qui est le mieux? Parce qu'en fait, finalement, les gens, est-ce que je me suis posé cette question de me dire, les gens, ils vont pas avoir l'impression de parler à un robot, machin. Et oui, c'est vrai que, disons, que quand tu lis le texte, enfin, ça se voit quand même que c'est pas moi qui l'écris. Maintenant, il y a deux choses. La première, c'est que dans mes automatisations, j'essaie de mettre en place des éléments qui paraissent, entre guillemets, moins robotiques. Par exemple, j'ajoute des délais aléatoires, c'est-à-dire que en réaction à des stories parfois, donc en fait, j'ai des réponses automatiques. C'est-à-dire que dès qu'une personne réagit à ma story, je vais envoyer un emoji en retour. Et en fait, j'ai des
random, ce qu'on appelle des randomizers, c'est des trucs aléatoires qui font que parfois ça va attendre 45 secondes, parfois 3 minutes 30, parfois 1h20 et parfois autre chose. Ce qui fait que en faisant de l'aléatoire sur les réponses, on peut avoir ce côté où voilà, ça a l'air quand même moins automatique. Il y a aussi la notion de délai qui est très importante. Faut jamais automatiser des messages dans la seconde. Parce qu'en fait, tu réponds, le mec, il est déjà là en train de te répondre, et là, ça fait très robot. Donc, j'attends toujours un petit peu en général. Et l'autre, donc, la première chose, c'est ça, c'est on peut soigner son setup pour faire en sorte que ce soit un peu plus humain. Et mais la deuxième chose, elle est surtout au niveau du mindset. C'est qu'en fait, peu importe l'automatisation que tu vas faire, ça restera un robot à la fin. Les gens vont le capter. Surtout ceux qui connaissent ManyChat. Maintenant, je me suis dit, c'est quoi la meilleure option? La première, c'est que moi, aujourd'hui, dans mon quotidien, j'ai plus de temps pour répondre aux gens. J'ai plus le temps de répondre aux gens. Je délègue déjà, en fait, la réponse aux commentaires, aux DM, etc. Même si j'en garde une partie, mais même, en fait, mon assistante, au bout d'un moment, je vais pas non plus investir 4000 euros par mois pour répondre aux DM et aux commentaires. Et donc, en fait, j'avais deux options. C'était où j'avais le côté, entre guillemets, ok, c'est un petit peu robotique. Mais, en même temps, les gens ont au moins ce qu'ils veulent. Ils ont la réponse à leurs questions. Parce qu'on met des systèmes de FAQ où en fonction des questions que les gens posent, il y a des réponses qui leur conviennent. Dès que, par exemple, ils demandent l'accès à un freebie, il est automatiquement envoyé, etc. Donc, ils ont ce qu'ils veulent en quelques secondes, mais c'est un robot qui le fait. Ou l'autre option, c'est que, bah, en fait, on a tellement de volume qu'on peut plus le faire, en fait. Et donc, est-ce qu'il vaut mieux un humain qui le fasse pas qu'un robot qui le fasse? Et la conclusion, elle est simple, hein. C'est que c'est un robot qui le fasse. Il vaut mieux ça et que les gens, en fait, aient ce qu'ils ont demandé plutôt que personne puisse répondre ou qu'on mette une semaine à répondre. Parce que sur certains, j'ai pas les chiffres en tête exacts, mais ça arrive que sur certaines journées, on est 100 DM à traiter. Et donc, oui, au bout d'un moment, enfin, je veux bien avoir un business où on est connecté aux gens, mais au bout d'un moment, c'est plus gérable, en fait, de répondre à des centaines et des centaines de DM toute la journée, sachant que 90% des réponses sont toujours les mêmes. Au bout d'un moment, voilà, faut chercher à automatiser et faire autrement. Donc, j'ai eu cette question, mais la réponse, elle est vite arrivée, en fait, avec ce système-là. Ok, top. Merci pour ton partage. Du coup, tu nous as partagé que tu déléguais à plusieurs prestataires. Donc, tu as une monteuse pour tes vidéos, une assistante Mhm. virtuelle. Est-ce que tu as d'autres métiers, enfin d'autres corps de métier auxquels tu délègues? Ouais, j'ai donc il y a Jess qui bosse avec moi, qui est ma copine et mon bras droit. Ok, Donc, elle est beaucoup plus sur la partie stratégique et marketing de mon business. Léa, qui est mon assistante, digitale, virtuelle, bon, je sais pas comment appeler ça, mais mon assistante plus opérationnelle, qui elle va plus gérer le business partie opérationnelle, donc tout ce qui est justement traitement des DM, des commentaires, communauté, même l'aspect publication, etc. J'ai Maxime, qui est ma monteuse vidéo. Et je bosse, donc ça c'est vraiment les trois pôles récurrents, c'est-à-dire que chaque semaine, j'ai ces trois personnes-là qui bossent pour moi. J'ai aussi mon Minia Maker qui me fait mes miniatures YouTube. Mais ça, c'est chaque semaine aussi, hein, c'est très récurrent, mais c'est une miniature. Donc c'est pas non plus, ça représente pas des centaines d'heures de travail, hein, c'est une miniature chaque semaine. Lui, bon, je sais pas combien de temps il y passe, hein, il s'appelle Julien. Peut-être qu'il y passe peut-être 1 heure, j'en sais rien. Mais donc ça reste quand même voilà une toute petite presta. Et c'est tout. De temps en temps, je bosse aussi avec une amie, Sarah, sur plus la partie visuelle de mon business. Mais ça, c'est plus occasionnel, c'est quand j'ai des choses à faire visuellement, ce qui arrive beaucoup moins. Donc en gros, j'ai quatre personnes, ouais, quatre personnes. Mais du coup, le Media Maker, c'est une toute petite partie. Et après, les trois autres personnes représentent, pareil, ça doit être une dizaine d'heures par semaine pour chacune. Donc ok, on n'est pas non plus sur du prestataire de 35 heures par semaine, etc., quoi. Ce qui est aussi, à mon sens, important d'en parler parce que on parle souvent de oui, j'ai une équipe de tant de personnes, tant de machins, tant de trucs. Bon, c'est aussi important de parler de combien ces gens-là représentent réellement dans l'entreprise, quoi. Est-ce que tu saurais nous dire, niveau investissement, ce que ça représente par rapport à ce que tu gagnes, niveau pourcentage? Ouais, ouais, bien sûr. Ça doit représenter peut-être 20-30% à mon avis des résultats. Ok. Je pense 20 à 30% dans ces eaux-là. Après, ça va dépendre en fait aussi du mois en Mmh. question, etc., quoi. Mais ouais, ouais, peut-être plus 20%. À mon avis, lycée sur une année. Donc c'est quelque chose qui est Ok. plus ou moins conséquent, mais pas trop non plus. On n'est pas non plus sur du 80%. Et c'est aussi parce que justement, j'ai une petite équipe. Mmh. Qui fait que forcément, t'as pas non plus des coûts qui sont exorbitants, quoi. C'est clair.
Trop bien. Est-ce que tu as des moments un peu pas cool à nous partager par rapport au fait d'avoir un business en solo? Est-ce que tu as un instant lose que tu aimerais nous partager? Un truc que tu as vécu qui était pas cool? Ouf! Ah bah oui, oui. Oh bah, j'en ai plein, j'ai une liste. Des instants loose, j'en ai plein. J'en ai plein. Allez, on va y aller un peu par période, parce que c'est ça qui est marrant, c'est que des instants loose, entre guillemets, on en rencontre tout le temps, hein. C'est pas juste en mode, ouais, on en rencontre au début, et puis après, la route, elle est belle, quoi. Le premier gros instant, c'était mes premiers lancements. J'ai fait trois ou quatre, je sais plus exactement, à chaque fois, je me mélange un peu, mais mes trois ou quatre premiers lancements de formation, j'ai fait 0 € à l'époque. Donc, j'avais une communauté de peut-être 500, entre 500 et 1000 personnes, je crois. Et donc, j'ai sorti quatre formations sur plein de sujets, sur YouTube, sur les habitudes, sur les idées aussi. Et elles ont fait 0 €, les quatre premières. Et ça, j'aime bien en parler parce que souvent, en fait, quand je discute, parce que maintenant j'ai des formations sur le sujet, et quand je discute avec des gens, ils ont de suite, par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux, des attentes extraordinaires. Oui, Tony, je vais faire mon premier lancement là, j'espère faire 10 000 €, etc. Je suis là, doucement. C'est les lancements à 10 000 €, les premiers lancements à 10 000 €, c'est le top 0,01%. Enfin, ça arrive quasiment jamais. Les gens, tous ceux que vous voyez aujourd'hui qui font des centaines, des millions d'euros, les premiers lancements, c'était 1 000 €, 2 000 €, c'était des petits lancements, ça a commencé comme ça. Et après viennent les lancements organisés avec de la pub et des machins. Et donc, j'aime bien rappeler ça, parce que voilà, ça fait partie du processus. Je retombe sur mes pages, je me dis, ok, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas vendu? Est-ce que c'est moi qui ai merdé? J'ai peut-être pas la bonne idée, etc. Ça, c'était le premier gros truc. Le deuxième, c'était, je pense, quelques années après. Enfin, même pas quelques années après. Ouais, si, c'est ça, peut-être un an après. Donc, j'avais mon business, je gagnais déjà ma vie. Et je fais un lancement de formation sur une formation de productivité à l'époque. Et je gagnais à cette époque-là à peu près 2 000 € par mois. Et je fais ce lancement-là et je fais deux ventes. J'ai dû faire peut-être 100 €. Et là, j'avoue que ça a pris j'ai pris un gros coup dur, parce qu'en fait, quand on gagne pas d'argent, échouer, c'est pas grave. Parce qu'on peut pas aller plus bas. Pas de zéro, c'est zéro. On peut pas faire moins 10. Mais par contre, quand on commence à avoir des résultats, le fait de lancer un truc qui nous fait revenir en arrière, là, ça fait mal. Parce que là, on se dit, ah. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre, déjà en mode, ok, ça veut dire que si je me foire sur un mois ou deux d'affilée, ça va pas être drôle, quoi. Il va falloir que je calibre bien mes idées et ce que je veux faire, etc. Parce que si je le loupe une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, sur 3 mois d'affilée, je fais 300 €, là, ça va commencer à être bizarre. Et après, je pense, bon, ça, je l'ai vécu plusieurs fois, ce truc, hein, un peu de, j'avais des attentes sur un lancement, et puis ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Donc ça, je l'ai eu même des années après, hein, même cette année, par exemple. Et après, je pense que quelque chose qui revient souvent. Après, je pense pas que ce soit un truc de lose, mais je pense que c'est important d'en parler, parce que personne n'en parle, et on a l'impression, quand ça nous arrive, qu'on est trop bizarre. C'est les doutes. En fait, moi, ça m'arrive encore aujourd'hui de douter. C'est pas un truc. Une fois qu'on a un business, on gagne de l'argent, c'est bon. Je doute plus, et j'avance ad vitam aeternam, tu vois. Moi, ça m'arrive d'avoir encore aujourd'hui des périodes de doute où je me dis, bah, en fait, je remets pas mon business en question, ça serait un peu abusé, mais ouais, je me remets en question. Je me dis, bah, est-ce que finalement, le programme que je vais lancer là, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne idée? Je sais pas les plateformes, je sais plus quoi faire. Est-ce que je vais sur YouTube? Est-ce que je continue? Est-ce que je teste ce truc? Je suis un peu perdu par rapport à tout ça. Et ça m'arrive, ouais, ça m'arrive une ou deux fois par an, où de temps en temps, j'ai besoin un peu de me reposer et de me dire, OK, calme-toi, pourquoi tu penses ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, c'est un truc, avec le temps, on apprend à comprendre ces mécanismes. Et moi, par exemple, quand il m'arrive ça, je sais que c'est que souvent, je suis un peu alpagué par d'autres projets qui n'ont rien à voir. Et les raisons qui me poussent à être alpagué par d'autres projets comme ça, c'est qu'en fait, je suis un petit peu sorti de ce que j'aimais faire dans mon business. Et en fait, c'est que je m'ennuie, et du coup, je suis là en mode, bah, j'essaie un peu de tout remettre en question, parce que j'essaie de trouver un truc qui m'anime. Et donc, j'essaie un peu de me recentrer sur ce que je veux faire, qu'est-ce qui m'anime, etc. Et donc, voilà, ça, c'est un truc, c'est normal. Tous les ans, moi, ça m'arrive, petite dose de remise en question, en mode, merde, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas quoi faire, j'ai pas d'idée. C'est pour ça, d'ailleurs, par exemple, le podcast, j'en ai parlé, je sais plus, il y a quelques semaines sur YouTube. Le podcast, c'est un très gros sujet controverse dans mon business, parce que je l'ai repris et je l'ai arrêté 5 fois.
en fait, en 6 ans. Et voilà, c'est comme ça. Et je pense qu'au début, ce qui me faisait mal, c'est que j'étais accroché à l'idée d'avoir un truc qui ne bouge jamais. De me dire, ça, c'est le truc parfait, et si je sors du truc, c'est bon, j'ai tout raté, en fait. Mais non. Voilà, le podcast, par exemple, maintenant, je sais que des fois, je l'arrête, des fois, je le reprends, et puis voilà, c'est pas grave, en fait. Il va rien se passer d'extraordinaire, mais c'est juste que les premières fois qu'on rencontre un peu ces phases de doute, on a tendance à un peu s'en vouloir et à se dire, putain, c'est bizarre, les autres, j'ai pas l'impression que les autres, en fait, vivent ça. Mais si, on le vit tout ça. Juste qu'ils partagent pas. Ouais, C'est ça, c'est vrai. exactement. C'est trop vrai. Tony, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, sur YouTube et Insta, c'est plus simple. Enfin, c'est essentiellement les deux seules plateformes que j'ai. Donc YouTube Tony Neves et Insta Tony NVS. Voilà. Ouais. Et faites attention parce qu'il a souvent des comptes dupliqués. Alors tu dois en avoir moins maintenant que t'es certifié, je pense. Ouais, voilà. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Et il y avait une période où je vendais apparemment des crypto-monnaies. Mais ouais, non, maintenant, il y en a beaucoup moins. Et de toute façon, il y a juste un compte qui est certifié, c'est le mien. Enfin, ils ont mis, depuis qu'il y a ça, c'est bon, je suis tranquille. Ils ont mis la certif, donc ça va. Ah, pas C'est stylé. ça. Top. Et du coup, niveau actu, il se passe quoi chez Tony Invest en ce moment? En ce moment, d'ailleurs, c'est bientôt la fin. On a le calendrier de l'Avent des entrepreneurs qui est sorti. Donc en fait, c'est un calendrier qui regroupe 25 pardon, masterclass d'experts et d'expertes. Et donc l'idée de ce calendrier, c'est de donner la possibilité aux gens de se former sur toutes les thématiques importantes à l'entrepreneuriat. Donc le positionnement, le branding, la vente, le copywriting, TikTok, YouTube, Instagram, enfin bref, il y a énormément de thématiques. Et un peu comme tu vas manger ton petit chocolat sur le mois de décembre, bah là, tous les jours, tu vas pouvoir regarder ta petite masterclass directement dans l'espace membre. Et voilà, c'est en ce moment dispo. Et je dis, on est sur la fin parce que les portes ferment le jeudi 30, donc dans 48 heures. Voilà. Donc Voilà, c'est aujourd'hui ou jamais. voilà, c'est un peu la grosse actu du moment dans mon business, quoi. Ça marche. Merci beaucoup, Tony, pour tous tes partages. Franchement, c'était bourré de pépites. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, bah, du coup, à très bientôt. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci beaucoup, ciao. Bye bye.